Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. La décision de Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël a déclenché une vague de critiques de la part de la communauté internationale et seul contre tous. Jusqu'à 19h sur Sud Radio, je l'affirme, Proche-Orient, Donald Trump est fou. Car aucun État dans le monde n'a soutenu la position de Trump. La France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et même l'UE, vous savez quel numéro de téléphone, comme disait Henry Kissinger, ont publiquement désapprouvé cette décision, tout comme la Turquie ou la Jordanie. Trump est même arrivé à se faire mettre d'accord l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont au bord de la guerre, au rythme où va cet homme. Dans quelques jours, il va réconcilier la Corée du Sud et la Corée du Nord, sans que nous comprenions pourquoi. C'est pourquoi je le dis et je le répète, Proche-Orient, Donald Trump est fou. D'ailleurs, même les USA doivent avoir un peu honte de la position de leur président, puisque, si j'en crois la chaîne israélienne 24 News, citant l'agence de presse Reuters, les États-Unis ont demandé à Israël de minimiser sa réaction après la reconnaissance mercredi soir par le président américain de Jérusalem comme capitale d'Israël, évoquant la sensibilité de la question et l'instabilité qu'elle risque de provoquer au Moyen-Orient. Si même les USA pensent que cette décision, je cite, risque de provoquer de l'instabilité au Moyen-Orient, c'est bien que la décision de Donald Trump est folle et que j'ai raison d'affirmer, Proche-Orient, Donald Trump est fou. Et vous réagissez bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300. Vous votez sudradio.fr et sur notre compte Twitter @sudradio. Avec nous pour en parler ce soir, Michel Zerbib, directeur de l'information de Radio J. Bonsoir. Bonsoir. Et Guy Hervier, spécialiste des États-Unis, auteur de Great America, c'est aux éditions Mashup Publishing. Bonsoir. Bonsoir. Guy Hervier, vous avez entendu Philippe David à l'instant. Est-ce que Donald Trump est fou, selon vous ? Est-ce qu'on peut dire que le chef des États-Unis, que le président des États-Unis est fou ? Alors, il n'a pas dit tout à fait ça, il a dit Proche-Orient, est-ce que Donald Trump est fou ? Donc, je suppose qu'il voulait dire, il est fou sur ce sujet-là. Oui. Puisqu'on ne parle pas du reste. Moi, à l'inverse, j'aurais presque tendance à dire, effectivement, il est peut-être fou sur l'ensemble des sujets. Sur celui-là, il faut en discuter. Alors, la première chose, c'est, j'ai en tête la conférence de presse qu'il avait donnée quand il avait reçu Netanyahou à la Maison Blanche d'hiver, donc à Mar-a-Lago, là, dans sa maison, son club privé, et il y avait une question d'un journaliste qui lui demandait finalement quelle est la solution pour vous au Proche-Orient, et il avait répondu un État, 2 États, pourvu que ceux qui soient engagés sur cette décision soient d'accord. Finalement, ça m'est un petit peu égal. Donc, je dirais que sur la question, je suppose que, comme d'habitude, on sait bien que Donald Trump n'est pas un homme de détail, n'est pas un homme de dossier, mais c'est un homme d'idées extrêmement générales, et on vole à 10 000 mètres d'altitude. Alors que là, sur ce sujet-là, je dirais que, pour le coup, l'enfer est dans les détails. Alors, on peut lui reconnaître une chose, c'est que, effectivement, c'était un de ses engagements de campagne. Il l'avait dit et il l'a tenu. Donc, de ce point de vue-là, il l'a tenu néanmoins. C'est un peu long, mais il a quand même... là, il a re-signé à nouveau la dérogation pour faire en sorte que l'ambassade reste encore 6 mois à Tel Aviv, tout en disant qu'on allait engager le mouvement. Et d'ailleurs, s'il y avait un pari à faire ce soir, si on se revoyait dans 3 ans, à supposer qu'il ne... On verra avant. Comment ? On vous reverra avant. Oui, mais sur ce sujet-là, on a supposé qu'il ne soit pas réélu. Dans 3 ans, je ne suis pas persuadé que le premier coup de pelle leur a été posé. Parce que pratiquement, les problèmes sont quand même assez nombreux. D'un point de vue concret, il faut trouver un terrain, faut ensuite construire dans des conditions qui ne sont pas simples. Et puis après, il y a les conditions de sécurité. Donc je dirais que d'un point de vue pratique, ça pose quand même pas mal de questions. Maintenant, la question, et j'en terminerai, la question c'est pourquoi il l'a fait ? Quelle est la raison de ça ? Et puis après, il y a les conséquences. Mais on va en parler parce qu'on a encore une demi-heure devant nous. Michel Zerbib, vous êtes directeur de l'info de Radio J. Vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis qu'au Proche-Orient, Donald Trump est fou ? Eh bien, vous avez raison. Comme le disait Guy à l'instant, peut-être que Donald Trump est fou sur un certain nombre de sujets. Mais je vais dire pas sur celui-là. Surtout pas sur celui-là. Je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est une folie à géométrie variable. Je vais vous dire, c'est intéressant parce que cette affaire, évidemment, plus que sulfureuse, très sensible, c'est un dossier, vous avez vu toutes les réactions dans le monde entier, tout le monde d'ailleurs se croit autorisé à réagir sur cette situation, je ne parle pas des États, même les opinions au public, et on est sur une forme on a l'impression qu'il va y avoir une guerre de religion. Or, c'est ça qui est intéressant, et puisqu'on emprunte parfois au lexique, à la culture religieuse, eh bien peut-être que Donald Trump que vous présentez,
Philippe David comme un fou. Peut-être est-il un personnage de la Bible, puisqu'on parle de Jérusalem, on parle de tous ces référents religieux. C'est celui qui dit, je crois que c'est un verset du Deutéronome, qui dit finalement, tu peux avoir raison contre la multitude, contre le nombre, contre le mal. On peut avoir raison seul contre tous, ça m'arrive tous les jours. Exactement, seul contre tous. C'est exactement ce qu'il y a dans la Bible. Or, Donald Trump est un lecteur de la Bible. Il se définit justement comme quelqu'un qui combat un peu le mal, dit-il, les grandes puissances. Comme vient de le dire très bien Guy, il y a des éléments, et je crois que c'était Alexandre Delval sur votre antenne qui le disait, sa politique, la politique de Donald Trump, qui peut paraître un peu foutraque, un peu écervelée sur certains aspects, la façon dont il parle, en vérité, est intéressante parce que la déclaration, elle est très courte, celle qu'il a faite. Il est allé droit au but, il a dit... il faut dire ce qui est évident. Ça fait presque 70 ans qu'Israël établit sa capitale. C'est la capitale et du peuple juif et de l'État d'Israël. Tout ça, c'est bien, on le redit. C'est une déclaration très amicale, presque fraternelle, de sympathie à l'endroit de l'État d'Israël. Mais il faut quand même écouter ce qu'il a dit après. C'est très intéressant. Il laisse à l'autre partie, la partie palestinienne en l'occurrence, toutes les possibilités ouvertes. C'est ça qui est intéressant. Je crois que peu de gens l'ont remarqué dans ce discours, c'est qu'il fait... une déclaration qui est spectaculaire, qui apparaît comme je suis pro-israélien, j'adore Israël, j'adore Netanyahou, et voilà, Jérusalem est la capitale du peuple juif d'Israël. Mais en même temps, je dis, regardez, tout est sur la table, la négociation. Mahmoud Abbas veut aussi revendiquer une partie de Jérusalem. Eh bien, les frontières et les contours de la ville ne sont pas encore définis. Il faut les négocier. La solution à 2 États, il la rappelle aussi dans ce discours. Donc c'est très intéressant et ce n'est pas du tout un discours comme ça écervelé. C'est un discours où tous les mots sont pesés et il donne un signe très fort pour Israël. Il veut accélérer le processus. Il fait quelques signes et on l'a dit tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, en tous les cas, voit d'un œil pas mauvais, on va pas dire très bon, mais pas mauvais, cette déclaration de Donald Trump. Mais cette déclaration, en grande partie, elle est en direction de ce qui représente l'ennemi, l'obstacle le plus dangereux dans la région, c'est l'Iran. L'obstacle le plus dangereux pour les États-Unis. Mais Michel Zerbib, donc j'ai bien écouté votre argumentation, mais quand même, quand on connaît la fragilité de la zone et de la situation sur place, c'est quand même très compliqué de s'exprimer de la sorte quand on sait par exemple que la dernière fois que ça avait éclaté sur place, c'était simplement à cause du déplacement. À l'époque, c'était Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées. Quand on sait que ça peut s'embraser juste plus récemment, pour ce vous avez type raison, de choses. il y a eu par exemple des caméras qui ont été installées alors qu'il y en a partout à Jérusalem. Non, mais ça a été c'est toujours très fragile, très délicat. Alors Guy Hervier voulait réagir à ce sujet et puis vous me répondrez juste après. Guy Hervier, auteur d'un très beau livre comme c'est Noël, Great America, publié chez Mashup Publishing avec des photos magnifiques dedans. Oui. Alors, je répondrai peut-être pas directement à la question, mais je poursuivrai dans mon argumentation sur finalement quelle est la raison pour laquelle il a fait ça. Alors, parce que c'était un engagement de campagne. Mais finalement, j'entendais un conseiller de David Cameron qui reprenait l'argument qu'on vient d'avancer, de dire finalement, en y réfléchissant un peu, effectivement, il a pris une décision seul contre tous et tout le monde est contre lui. Quasiment tous les États, y compris le Vatican. Et il a ajouté finalement, ça aurait tendance à me conforter dans le fait qu'il a raison. Mais en y réfléchissant bien, je me dis, mais finalement, quelle mouche l'a piqué ? Parce que les Américains, sur ce sujet, ne l'attendent pas vraiment. Enfin, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent. Ils l'attendent plus sur la santé, par exemple. Ils l'attendent sur la santé, ils l'attendent sur l'économie. Alors, on va dire l'économie marche bien, mais enfin, ils l'attendent sur les salaires, puisqu'il y a la réforme sur les niveaux d'imposition, la taxe, les taxes qui viennent de passer, enfin, dont on ne va pas parler maintenant. Mais donc, il y a vraiment tout un tas de sujets de politique intérieure qui sont plus urgents que le fait de savoir s'il faut déplacer ou pas l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai regardé Vous connaissez très bien la politique intérieure américaine, vous avez même un blog où vous écrivez régulièrement dessus. Alors, si on prend mars 2016, un sondage de l'Institut Gallup qui pose la question sur le déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et finalement, il y a 24% des gens qui sont pour et 20% qui sont pour et 24% qui sont contre, ou l'inverse. Donc donc le reste qui se prononce pas. Et 56% qui disent donc plus la majorité. Je ne connais pas assez le sujet pour me
positionner là-dessus. Oui, donc ça veut sachant dire que les Américains ont déjà du mal à situer le Mexique et le Canada sur une carte, c'est sûr qu'Israël donc, et la je dirais Palestine, que ça pose un peu problème. sur ce sujet-là, c'est assez incompréhensible. Je vois pas pourquoi il s'est engagé sur cette affaire. Et j'en terminerai par là. Alors on va dire, on l'attendait là-dessus puisqu'il l'avait dit, mais il y avait un représentant de l'équipe de Mahmoud Abbas que j'ai entendu sur une chaîne américaine qui disait on a rencontré Donald Trump 3 fois à Bethléem, à la Maison Blanche et à New York. Et en gros, il nous a jamais parlé de cette affaire. Donc en gros, ça tombe un peu out of the blue, comme ils disent. Mais il y a quand même d'autres observateurs qui disent, puisque vous parlez de politique intérieure, que cette décision de Donald Trump est motivée notamment par une certaine forme d'appel du pied à la droite évangélique américaine, qui est très attachée, on le sait, à certains très religieux de ce type de relations diplomatiques. Justement, Michel Bezzerbi, Alexandre Delval le disait tout à l'heure, les Juifs américains votent massivement démocrate. On l'a vu dans les États où il y a beaucoup de Juifs. Et par contre, c'est les évangéliques américains qui sont plus royalistes que le roi, plus papaux que le pape, même s'ils ne suivent pas le pape, qui sont les plus fervents partisans de cette mesure. C'est pas un peu paradoxal ? Alors, d'abord, c'est historique, c'est vrai. Vous avez c'est raison. historique. Il y a une tradition aux États-Unis. Pratiquement, je crois que la dernière élection, c'était encore 76% des Juifs américains ont voté Clinton. Qui votent démocrate, bien sûr. Ces Juifs sont plutôt de gauche, comme on dirait aux États-Unis. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, on parle de la droite évangélique. Oui, c'est un élément intéressant. Mais je crois que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est précisément dans cette approche de Donald Trump, c'est un geste qui dépasse simplement le fait je l'ai dit, je le fais. On dit que je vais pas le faire, eh bien je vais le réaliser avec cette façon qu'il a évidemment de s'exprimer. Je crois qu'il y a une stratégie derrière, et peut-être que Guy me confirmera cela. Il y a une stratégie parce que derrière il y a une vraie équipe. On est vraiment dans déclencher un événement. Je vais répondre après à votre question sur évidemment les dangers et les conséquences que ça peut avoir. On est dans un événement que veut déclencher le président américain, c'est-à-dire il ne s'est rien passé, il l'a dit d'ailleurs, il ne s'est rien passé depuis 30 ans, les processus de paix. La loi a été votée en 1995, le Congrès adopte la loi sur l'ambassade de Jérusalem et on l'a reportée de 6 mois en 6 mois, on est en 2017, ça fait donc 22 ans. Il ne se passe rien, donc déclenchons l'événement et voyons un peu les réactions. Pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me... risqué, Alors, il y a toujours un moment de risque. Est-ce que c'est toujours le bon moment ? Est-ce qu'il faut accélérer un processus ? Est-ce qu'il faut provoquer les choses ? Il le fait. Je pense qu'il réfléchit Michel Zerbi, aussi. On ne fait pas des tests avec le Proche-Orient quand on connaît l'état dans lequel il est en ce moment. Alors, je vais essayer de répondre à ma manière. Évidemment, je ne suis ni l'ambassadeur de Trump, ni celui d'Israël. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose dans l'analyse qui est assez choquant pour ma part, quand on dit à chaque fois il va se passer une déclaration de Trump va soulever ces populations arabes, palestiniennes, musulmanes, comme si elles étaient mineures, comme si elles n'étaient pas capables de réagir en raison, et comme si tout d'un coup, il suffisait d'agiter un chiffon rouge. Ça, vous avez raison, pour ça que ne marche jamais. coup, la rue arabe ne se lève jamais. Ça, voilà, clair. donc ça, c'est vrai. La rue arabe ne se lève jamais. Je ne sais pas si elle existe vraiment, cette rue arabe, mais il y a aussi des États arabes, il y a des démocraties, il y a des régimes autoritaires, il y a des monarchies, un certain nombre de gens qui réagissent, mais l'idée de savoir qu'à partir du moment où on fait quoi que ce soit, en un mot, on fait quoi que ce soit sur le Proche-Orient, et tout d'un coup, ça serait le feu aux poudres, l'huile sur le feu, c'est quelque chose qui est un peu gênant. Je pense qu'il faut en appeler plutôt à la raison, à la maturité d'un certain nombre de peuples, y compris d'ailleurs le peuple palestinien. Et ça n'engage que moi. On va y revenir dans quelques instants et on donnera la parole à Guy Hervier également sur ce sujet. Vous êtes pour l'instant, je dis bien 74% auditrices et auditeurs de Sud Radio à ne pas être d'accord avec Philippe David quand il affirme Proche-Orient. Donald Trump sur ce sujet est fou. On revient dans quelques instants sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Et ce soir, dans Seul contre tous, jusqu'à 19h sur Sud Radio, je l'affirme, Proche-Orient, Donald Trump est fou. Et vous réagissez bien sûr 0826 300 300, ça fait rire. Guy Hervier, spécialiste des États-Unis, auteur de Great America chez Masha Publishing. Et on est également avec Michel Zerbib, directeur de l'information chez Radio J. Guy Hervier, Michel Zerbib, je vais vous faire réagir à quelques commentaires qu'on a sur Twitter de nos auditeurs. On a Christophe qui nous dit que Trump soit l'éléphant dans ce monde de porcelaine, certes,
mais il n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël ou autre étincelle, peu importe, la poudrière brûle déjà, Guy Hervier. Alors effectivement, si on prend le cas de Jérusalem, c'était quand même, si on se reporte au processus de négociation d'Oslo de 93, ça avait quand même pas mal avancé, et le point d'achoppement, ça a été le problème de Jérusalem dans les années 96, entre 96 et 99. Donc je dirais que il prend l'élément peut-être le plus structurant dans cette affaire. Et en gros, il prend parti d'une certaine manière, puisque là, clairement, il s'oriente du côté israélien, ce qu'on savait un peu déjà. Et donc, à la fois pour continuer à maintenir une position neutre, entre guillemets, des États-Unis comme, en gros, instigateur de la paix au Moyen-Orient. C'est certainement les États-Unis ne sont pas interlocuteurs neutres. Non, mais là, en l'occurrence, ils l'ont jamais été. Mais en l'occurrence, là, c'est vraiment une pierre de plus dans cette orientation pro-israélienne. Donc, ils ne peuvent plus se présenter comme un élément important de la négociation. Et alors, ça tranche beaucoup avec les deux mandats précédents de Barack Obama qui avaient calmé un peu le jeu de ce côté-là. Absolument. Et alors, je reprendrai les évangélistes. Alors, les soutiens dans cette affaire. Bon, effectivement, les Juifs votent à très forte majorité démocrate aux États-Unis. Il y en a beaucoup à New York, dans l'État de New York. Et on sait Californie. En Californie, mais il y en a beaucoup. Et ils ont voté. À Manhattan, c'est 10 contre 1 pour Hillary Clinton. Mais il y a quand même Sheldon Adelson, qui est un gros soutien de Donald Trump, qui a versé 25 millions de dollars à la fois pour la campagne et puis l'inauguration. Jolie somme. Qui est un soutien et qui a fait pression, il l'a vu à plusieurs reprises, en mettant ça sur la table. Les évangélistes, on est quand même sur un terrain où normalement on devrait parler de politique. Les évangélistes, alors il y a certainement une population assez large, un éventail assez large, mais il y a une frange assez extrême qui s'intéresse à ce sujet, non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons religieuses. Religieuses, mais on est dans un irrationnel le plus complexe. C'est-à-dire, en gros, il faut, je sais pas moi, des théories fumeuses du style, il faut préparer le monde pour faire en sorte que le Christ va revenir. Des choses, là, je veux dire, si on met ça sur la table, on est à 50 km du problème. Et alors, je reprendrai l'argument sur la stratégie. Est-ce que Trump a une stratégie ? Honnêtement, je ne crois pas. Il a d'ailleurs pris ses décisions contre son secrétaire d'État. Vous diriez, je vais le faire en anglais, qui fait de la stratégie du one-shot ? C'est un peu ça. Du one-shot sans trop réfléchir à ce qui va arriver derrière. Ça, c'est vraiment pour faire bouger ça. L'argumentation qu'il a prise quand il a présenté cette décision, il a dit « tout ce qui a été essayé par mes prédécesseurs n'a pas réussi, donc je fais ça ». C'est un peu, je vais le dire d'une manière triviale, imaginons que vous ayez mal au pied, on essaye la chirurgie, on essaye de vous mettre des talonnettes, on essaye de faire de l'homéopathie, ça marche pas, on dit on va couper le pied et puis on va voir si ça marche. À mon avis, c'est à peu près de cet ordre-là. Donc franchement, la stratégie, il a quand même son secrétaire d'État et son secrétaire à la défense qui était contre cette décision. Il l'a prise comme ça. Donc en one shot. L'aspect stratégie, on a vu ce que ça avait donné quand il a lancé la merde de toutes les bombes. Là, c'est tombé comme ça, on ne sait pas très bien. Quand il a lancé cette attaque, cette attaque en Syrie, parce qu'il y avait et puis one shot et derrière il y avait rien. Donc stratégie, je serais assez mesuré. Michel Zerbi, directeur de l'info de Radio J. Moi, si je regarde ça de l'extérieur, en lisant les déclarations, pour y revenir, il faut lire, c'est 10 minutes à peu près de déclaration de Donald Trump, tous les mots sont pesés, il y a une équipe derrière, c'est évident, et encore une fois, il dit des choses fortes, c'est vrai, de sympathie à l'endroit d'Israël, de déclarations presque fraternelles, je suis pro-israélien, j'adore Israël. Le peuple juif, il parle du peuple juif, et c'est intéressant, on est quand même dans un milieu où il y a une revendication, un lien, et ça pour faire le parallèle entre ce qui se passe chez les juifs américains et les juifs israéliens, on pourrait dire comme ça. Les juifs israéliens, eux, droite, gauche, ont plutôt jugé très favorablement l'initiative de Trump. C'est très intéressant. Dieu sait si, c'est le cas de le dire, en Israël, il y a un débat très fort entre la droite et la gauche, entre les religieux et les laïcs, mais il y a une sorte de consensus sur cette déclaration, cette reconnaissance, disons, évidente. Alors, Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. Sur la stratégie, alors, je ne sais pas si elle est profondément réfléchie depuis des années, mais en l'occurrence, il y a quand même une stratégie. C'est-à-dire qu'il le dit aux Israéliens. Il faut voir les mots, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs
certains l'ont remarqué, c'est le premier président, lui, le président américain considéré comme très à droite, voire même il a été présenté dès le départ comme très anti-musulman, être le premier à citer le mont du Temple en donnant son appellation arabe, Haram es-Sharif. Il le dit à Essian, il le dit en direction des Arabes, et il dit voilà, bien sûr, Jérusalem est la capitale d'Israël, mais les contours sont à définir, il faut négocier. Il fait une ouverture très spectaculaire à ce moment-là dans les mots, vers Mahmoud Abbas, vers l'autorité palestinienne, à un moment où l'autorité palestinienne, il ne faut pas l'oublier, est aux prises avec un Hamas en perte de vitesse dans la bande de Gaza, mais qui était censé remettre les clés de la maison Gaza à l'autorité palestinienne. Et on voit là, en effet, et c'est là qui est intéressant, et c'est un jeu peut-être à haut risque, le Hamas, en perte de vitesse, annonce une troisième intifada, joue une sorte de carte comme ça, un petit peu inconsidérée. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant de voir aussi du côté israélien. C'est vrai que cette déclaration de Trump a été vécue comme une prise de position, et les États-Unis n'ont jamais été neutres dans ce conflit, c'est vrai. C'est évident. Ils ont toujours été plutôt pro-israéliens. Même très pro-israéliens. pro-israéliens. Mais là où ce qui est intéressant, vous avez raison, Guy, de le dire, c'est qu'il veut faire exactement le contraire de ce qu'a fait Obama. Il considère Obama, il a rien fait. Le discours du Donc, Caire, faire le contraire de rien, c'est discours du compliqué. Caire a été un fiasco. La Syrie, il n'est pas intervenu. Aujourd'hui, on va commencer à faire un peu le bilan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le processus de paix, comme on dit, israélo-palestinien, il a échoué aussi lamentablement. Donc Trump, à sa manière, j'espère qu'elle est plus réfléchie qu'autre chose, je l'espère encore, on peut s'interroger sur le côté fou, mais en l'occurrence, il tente quelque chose. Guy Hervier, faire le contraire de rien, comme Obama n'a rien fait pendant ses 8 années à la Maison-Blanche au Proche-Orient. C'est important, ça. Mais c'est quoi le contraire de rien ? En l'occurrence, c'est quelque chose, mais quelque chose dont on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, en gros, donc c'est un peu compliqué. Ça donne un peu l'impression qu'il s'est réveillé un matin, qu'il a décidé qu'il allait faire ça, et que, en gros, il le fait. Donc, moi, je reviens toujours sur mon idée que c'était vraiment pas une décision qui devait être prise comme ça très rapidement. D'un claquement de doigts. Je vois pas ce que ça arrange. Et en plus, je dirais que il est vrai tout ce qui a été dit est tout à fait juste. Les négociations de paix israélo-palestiniennes sont complètement à l'arrêt depuis 20 ans. Il ne se passe rien. Mais l'idée de dire tout ce qui a été essayé ne marche pas, donc je vais essayer ça, franchement, je vois pas la logique. D'autant plus qu'il est vrai que ces dernières années, ce conflit israélo-palestinien, il était passé un peu au deuxième plan. On en parlait beaucoup moins. Enfin, je sais pas, moi, aux États-Unis, on parlait beaucoup plus de l'Afghanistan ou de l'Irak. L'Afghanistan. Ils avaient des troupes au sol. Je suis en plein de Homeland, là, donc oui. je suis dedans. D'accord. On parlait de ça, on parlait de la saison 4. On parlait de... On va tout savoir de la vie télévisuelle de Guy Hervier. On parlait de l'Irak, on parlait de la Syrie, on parlait de tout, sauf de ça. Et donc, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est de dire, s'il y avait eu une diplomatie. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de diplomatie. Le secrétariat d'État a eu ses fonds, ses budgets divisés réduits de 30%. Donc, la diplomatie américaine n'existe quasiment plus. Si on avait profité de cette occasion où le problème israélo-palestinien était un peu au deuxième plan, n'était plus sous les feux des caméras, il était possible peut-être d'engager une initiative diplomatique beaucoup plus efficace qui ne soit pas sous les feux des projecteurs. Là, en l'occurrence, il remet le problème. Il aime bien les projecteurs, mais justement, Michel Zerbib, vous avez parlé du Hamas tout à l'heure. Le Hamas a appelé une troisième intifada, et vous avez Erdogan, dont j'ai pas l'habitude de dire beaucoup de bien, qui a dit cette mesure, elle va développer le terrorisme. Finalement, Trump donne raison à Erdogan. Parce que le Hamas, qui était en perte de vitesse, en profite immédiatement. On pourrait dire le contraire. C'est-à-dire on pourrait dire quoi ? Il faut des prétextes pour le terrorisme, il faut des prétextes pour arrêter le moindre processus de paix amorcé. Là, on est vraiment dans une affaire, je pense. Il faut lire cette déclaration et cette initiative, ce geste, on peut dire, du président américain, comme en effet, c'est la stratégie du rapprochement avec l'Arabie Saoudite, on en parlait, et c'est surtout l'idée pour les Américains comme pour les Israéliens. Il faut dire que Donald Trump, on n'a pas parlé de cette proximité entre Donald Trump, cette amitié avec Netanyahou, le Premier ministre israélien, aujourd'hui considère dans l'analyse, à tort ou à raison, que l'ennemi principal, c'est d'une part l'Iran, parce que l'Iran, en tant que tel, deviendra à terme une puissance nucléaire. Deuxièmement, l'Iran est déjà présent, et très présent, que ce soit au Liban, en Syrie, avec le Hezbollah, et d'une certaine manière aussi à Gaza,
avec le Hamas, où il a été longtemps un appui du mouvement Logistique. Hamas, du mouvement intégriste palestinien qui dominait la bande de Gaza. Tout ça fait qu'en effet, c'est à la fois une analyse qui est partagée par Donald Trump, sa diplomatie, son administration, et Netanyahou, mais c'est désigné en vérité dans cette affaire, l'ennemi, c'est l'Iran aujourd'hui pour les États-Unis. Très vite. Oui. Philippe, allez-y. Très vite. Est-ce que c'est... Oui, Guerrier voulait Juste réagir. un petit complément. Effectivement, j'ai lu le communiqué de la Maison-Blanche. J'ai lu aussi celui du secrétaire d'État, qui était beaucoup plus laconique, puisqu'il était contre. Donc, en gros, c'était que quelques phrases. C'était un peu je t'aime, moi non plus. Il est mentionné Jérusalem. À aucun moment, il est mentionné Jérusalem-Ouest, Jérusalem-Est. Donc, il y a une espèce de flou qui a été lancé. Oui, artistique, oui, bien sûr. Justement, c'est là-dessus que je voulais faire réagir Michel et donc, Zerbi. ça veut dire que ça donne l'impression qu'en gros, on parle de Jérusalem. Donc c'est cette espèce de flou qui, à mon avis, engage assez mal le problème. Il évite dans son discours vraiment de citer il aurait Jérusalem-Est. fallu préparer les esprits pour lancer ce processus. Mais là, en l'occurrence, ce flou, à mon avis, n'avance rien. C'est un flou artistique politique en 30 secondes qui dit que en fait tout est ouvert. Ça donne une porte d'ouverture à Mahmoud Abbas. Et surtout, je dirais un mot, l'Arabie Saoudite. On n'a pas parlé. Le prince Salman a dévoilé une sorte de plan récemment, en parlant notamment de la création d'État palestinien, avec pour capitale, non pas Jérusalem, mais une partie de Jérusalem, l'est de Jérusalem, qui est le quartier d'Aboudis. Et en fait, c'est un peu passé inaperçu, mais c'est une déclaration assez fondamentale. Le régime wahhabite, l'Arabie saoudite, qui prône justement la création d'un État palestinien, la reconnaissance d'Israël, avec une capitale qui n'est pas Jérusalem. Merci beaucoup Michel Zerbib, directeur de l'info de Radio J. Merci beaucoup Guy Hervier, auteur d'un superbe livre pour Noël, Great America, publié chez Masha Publishing. Verdict à mettre dans toutes les bonnes mains, ce Oui. livre de Guy Hervier. Verdict, 71% de nos auditrices et auditeurs ne sont pas d'accord avec vous ce soir, Philippe David. Et pour prendre la parole, on va rester dans le bassin méditerranéen, mais en Corse, on va aller voir ce qui se passe et que la Corse va vers l'autonomie.